En septembre 1944, au-dessus de Bornéo, le major Richard Ira Bong plongea doucement son P-38 Lightning. Les moteurs Allison, produisant ensemble 3000 chevaux-vapeur, ronronnaient alors qu'il scrutait le ciel sous lui à travers son pare-brise par balles. Des chasseurs japonais montaient désespérément à la rencontre d'une formation de bombardiers B-24 Liberator, sans savoir qu'un des pilotes de chasse les plus redoutables de l'histoire des États-Unis les observait déjà, positionnés au-dessus d'eux. Ce que les pilotes japonais ignoraient, c'est que ce jeune homme originaire d'une ferme du Wisconsin, Richard Bong, les suivait à travers son viseur, ayant déjà abattu des dizaines d'avions ennemis en combat aérien. À la fin de la guerre, il compterait 40 victoires. Confirmé, un record de chasseurs jamais égalé aux États-Unis qui tient encore aujourd'hui après 80 ans. Voici l'histoire de ce jeune homme tranquille du nord du Wisconsin, devenu le pilote de chasse le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Comment un pilote qui avait eu du mal à s'imposer lors de son entraînement se transforma en une machine de guerre aérienne précise, et comment, grâce à un talent naturel, un entraînement implacable et l'un des avions de chasse les plus meurtriers jamais conçus, il devint une légende dans le Pacifique. Le chemin vers ses 40 victoires ne commença pas par une agressivité naturelle ou un instinct guerrier, mais par des problèmes disciplinaires et des acrobaties non autorisées en Californie. En 1941, à la base de Hamilton Field, en Californie, le sous-lieutenant Richard Bong, fraîchement diplômé de la Luke Field en Arizona avec peu d'heures de vol, apprenait encore à maîtriser le P-38 Lightning lorsqu'il prit des décisions qui faillirent mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Selon les rapports, il avait effectué des démonstrations acrobatiques à basse altitude au-dessus de la région de San Francisco, violant ainsi les règlements de l'armée de l'air. Son supérieur, le général George Kenney, n'en fut pas du tout satisfait. La réprimande fut immédiate et sévère. Cependant, Kenney, l'un des commandants les plus perspicaces du théâtre pacifique, perçut quelque chose de particulier chez ce jeune pilote. Un contrôle exceptionnel de l'avion, une grande conscience de l'espace et des réflexes rapides. Plutôt que de le révoquer définitivement, Kenney lui assigna un entraînement supplémentaire et le garda sous observation. Ce qu'il avait vu chez Bong, c'est qu'il possédait des qualités qui séparaient les bons pilotes des pilotes exceptionnels. Une excellente perception de la profondeur, la capacité à calculer instinctivement les angles de déviation et une grande maîtrise de soi sous pression. Des compétences qu'il valait la peine de cultiver. En septembre 1942, Bong fut affecté à la 9e escadrille de chasse du 49e groupe de chasse déployé en Nouvelle-Guinée dans le cadre de la 5e armée de l'air. Il n'avait que peu d'expérience de combat. En revanche, les pilotes japonais combattaient sans relâche depuis 1937. Leur expérience des batailles aériennes, notamment en Chine, aux Philippines et dans les combats brutaux à travers le Pacifique, les mettait en avantage. Sur le papier, les chances étaient en faveur de l'ennemi. Décembre 1942, au-dessus de Buna, en Nouvelle-Guinée. Les premières missions de combat de Bong. Les P-38 de la 9e escadrille montaient pour intercepter des bombardiers japonais escortés par des chasseurs Zéro. Le lieutenant Bong, volant en position d'ailier, observait les formations ennemies se matérialiser dans les nuages. Des bombardiers Mitsubishi protégés par des A6M0 très maniables. Le P-38 Lightning était incomparable à tout ce que les Japonais avaient rencontré jusqu'alors. Son design à double fuseau, ses moteurs jumelés, son train d'atterrissage tricycle, ses hélices contre-rotatives éliminant le couple, ses 4 mitrailleuses de calibre .50 et son canon de 120 mm monté dans le nez offraient une puissance de feu concentrée dévastatrice. Avec une vitesse de pointe supérieure à 640 km/h et une altitude de service de plus de 12 000 mètres, il pouvait surpasser et grimper plus haut que la plupart des avions japonais. Cependant, sa maniabilité laissait à désirer. Le Zéro pouvait virer plus rapidement que le P-38 à basse vitesse. Les pilotes japonais, maîtres du combat à basse vitesse, savaient exploiter cet avantage sans pitié. Les pilotes américains qui tentèrent de suivre les Zéros dans des manœuvres aéroliques mouraient souvent rapidement. Bong, lui, ne tentait pas de tourner. Ses premières victoires vinrent lorsqu'il apprit à utiliser les atouts du P-38, la vitesse, l'altitude et la puissance de feu. Ces armes montées dans le nez créaient un cône de destruction concentré. Lorsque les avions ennemis se retrouvaient dans cette zone de convergence, les résultats étaient souvent catastrophiques. Les rapports de combat de Bong étaient remarquablement sobres,
indiquant l'altitude, les conditions de l'engagement et les résultats sans fioriture. Ce qui devint évident lors de ses premières missions, c'est sa compréhension de la façon de se battre avec le P-38. Ne pas tourner, ne pas essayer de se battre en combat rapproché, utiliser la vitesse, l'altitude et la puissance de feu, se positionner avec soin, tirer précisément. Au cours des 3 années suivantes, il affina cette philosophie pour en faire un système d'une remarquable efficacité. Au début de 1943, Bong avait déjà plusieurs victoires confirmées et se forgeait une réputation de tireur d'élite exceptionnel, tandis que d'autres pilotes effectuaient de longues rafales, gaspillant une grande quantité de munitions. Bong tirait des rafales courtes et précises. Les images de ses caméras de visée montraient camper des schémas constants. Une traque patiente, un positionnement soigné, une passe de tir brève, puis un retrait immédiat. Le major Thomas Lynch, camarade de squadron et as de la chasse, décrivait la technique de Bong comme patiente et précise. Bong se plaçait soigneusement, manœuvrait parfois longuement pour prendre un avantage, puis se rapprochait de la cible pour tirer des rafales contrôlées. Son efficacité en matière de munitions était nettement supérieure à celle des pilotes moyens. Le secret du succès de Bong résidait dans le tir de déviation, cette capacité à calculer où se trouverait une cible en mouvement lorsque les balles atteindraient leur destination, et non à l'endroit où elle se trouvait au moment du tir. La plupart des pilotes avaient du mal avec ces calculs, mais Bong avait l'aptitude de les ajuster instinctivement, bougeant les commandes de façon fluide et efficace. Cela faisait de lui un pilote unique. Juillet 1943, au-dessus de Lelé, en Nouvelle-Guinée. Le nombre de victoires de Bong continuait d'augmenter. Une formation de bombardiers japonais, escortés par des Zéros, tentait d'attaquer les positions alliées. Les chasseurs américains montaient pour intercepter. Cet engagement montra l'évolution tactique de Bong. Plutôt que de plonger immédiatement, il positionna sa formation pour avoir l'avantage de l'altitude. Il attendit les moments où les bombardiers étaient les vulnérables, exposés. Puis il frappa, plongeant depuis l'altitude à grande vitesse. Le P-38 de Bong attaqua avant que les défenseurs ne puissent réagir efficacement. Il engagea les bombardiers avec une puissance de feu concentrée. L'armement combiné de 4 mitrailleuses et d'un canon pouvait détruire un avion en un éclair si le tir était précis. L'approche de Bong mettait l'accent sur la conversion de l'altitude en vitesse, effectuant des passes d'attaque à grande vitesse, puis remontant rapidement à l'altitude pour un nouvel engagement. Les chasseurs japonais, plus maniables à faible vitesse, ne pouvaient souvent pas intercepter les P-38 rapides utilisant cette tactique. Les victoires multiples au cours d'une même mission devinrent de plus en plus courantes. La consommation de munitions par victoire restait remarquablement faible par rapport à celle des pilotes moyens. Les formations américaines utilisant ces tactiques obtenaient souvent des résultats favorables avec des pertes minimales. Les forces japonaises, analysant les rapports de combat des pilotes, notèrent des schémas dans les tactiques des chasseurs américains, des attaques depuis l'altitude, des engagements et désengagements rapides, et une grande précision, identifiant des avions spécifiques grâce à leur marque, dont le P-38 de Bong orné du nom de Marge, en hommage à sa petite amie du Wisconsin. En novembre 1943, Bong avait 21 victoires de confirmées, ce qui faisait de lui l'un des meilleurs as américains. Le général Kenney lui remit personnellement la Distinguished Service Cross et l'envoya aux États-Unis pour une tournée de collecte de fonds pour la guerre. Le public américain adopta avec enthousiasme ce jeune pilote devenu très efficace contre les forces japonaises, mais Bong demanda à retourner au combat. En mars 1944, il était de retour en Nouvelle-Guinée, volant sur un P-38J amélioré, avec de nouveaux moteurs, un meilleur chauffage de cockpit et des ailerons hydrauliques boostés, offrant une meilleure maniabilité à grande vitesse. Les forces aériennes japonaises qui luttaient pour remplacer les pertes accumulées après des années de guerre d'usure étaient désormais composées de nombreux pilotes moins expérimentés. Les pilotes américains comme Bong, en revanche, avaient des heures de vol considérables et un entraînement de tir approfondi. L'écart d'expérience était devenu significatif. En avril 1944, au-dessus de Elandia, en Nouvelle-Guinée, Bong dirigeait des escadrilles en escorte de bombardiers. Les renseignements signalaient de nombreux chasseurs japonais tentant d'intercepter les frappes américaines. Les tactiques de Bong continuaient d'évoluer.
Il positionnait les formations de manière avantageuse, maintenait la supériorité de l'altitude quand cela était possible et synchronisait ses attaques pour exploiter les vulnérabilités ennemies. Les engagements aboutissaient souvent à des rapports de victoire favorables. Bong poursuivait sa récolte de victoires tout en dirigeant des opérations défensives efficaces pour protéger les formations de bombardiers. Sa technique reposait sur plusieurs principes clés. Maintenir l'avantage énergétique grâce à l'altitude, utiliser la vitesse pour engager et se désengager, exploiter la concentration de la puissance de feu du P-38, éviter les combats tournoyants qui annulaient les avantages américains. Les attaques frontales exigeaient du courage et un timing précis. Les fenêtres d'engagement étaient courtes et la plupart des pilotes rompaient tôt. La volonté de Bong de maintenir ses attaques lui offrait un avantage constant. Lorsqu'un chasseur japonais tentait de s'échapper en plongeant, Bong poursuivait, son P-38 étant capable de maintenir des vitesses de plongée que de nombreux avions ennemis ne pouvaient là pas égaler en toute sécurité. Son efficacité en termes de munitions restait exceptionnelle. Bien que les comptes exacts varient dans les archives, son ratio de victoire par mission et l'utilisation des munitions étaient les bien meilleurs que ceux des pilotes moyens. En juin 1944, Bong avait atteint 28 victoires, dépassant le record de 26 de Eddie Rickenbacker pendant la Première Guerre mondiale et devenant ainsi l'as américain le plus performant. Le général Kenney interdit à Bong de participer à des missions de combat régulières, le jugeant trop précieux pour être risqué. Frustré, Bong insista pour retourner en opération. Kenney céda, mais avec des restrictions. Bong pouvait voler, mais principalement en tant que leader de vol pour des missions prioritaires, couverts par des pilotes expérimentés. Le général cherchait à protéger son as le plus victorieux. Ces restrictions ne freinèrent cependant pas le rythme des victoires de Bong. Voler des missions prioritaires signifiait souvent affronter des pilotes ennemis capables et les vaincre. En octobre 1944, au-dessus de Balikpapan, Bornéo, une contre-attaque japonaise de grande envergure contre les bombardiers américains frappant les raffineries de pétrole. Bong dirigeait des P-38 pour intercepter. L'approche tactique de Bong mettait l'accent sur la position des formations avec l'avantage du soleil et de l'altitude. Il choisissait le moment pour attaquer lorsque les chasseurs ennemis étaient concentrés sur les bombardiers. Les premières attaques étaient souvent très efficaces, détruisant rapidement plusieurs avions ennemis, mais les forces japonaises répondaient de plus en plus de manière coordonnée. Lors d'un engagement, l'avion de Bong subit des dégâts au combat, y compris des impacts sur le moteur. La plupart des pilotes auraient immédiatement cessé le combat. Bong réduisit la puissance du moteur endommagé, activa le système d'extinction d'incendie et continua à se battre avec un moteur seul. Le P-38, conçu pour offrir de la redondance, pouvait voler et combattre avec un seul moteur. Bien que ses performances aient diminué de manière significative à cause des dégâts, Bong poursuivit l'engagement et ajouta encore quelques victoires avant de retourner à la base avec des systèmes compromis. Son avion endommagé montrait plusieurs impacts. Les mécaniciens évaluèrent des dommages importants. Malgré les prédictions, l'avion était considéré comme inefficace au combat. Les réparations furent terminées et Bong vola avec succès l'avion réparé. En décembre 1944, Bong comptait 40 victoires confirmées. Le général Kenney, sous les ordres du général Douglas MacArthur, ordonna la mise au sol permanente de l'as américain. Bong était trop précieux comme symbole et comme ressource pour l'entraînement pour risquer davantage de missions de combat. La dernière mission de combat de Bong eut lieu le 17 décembre 1944, une patrouille qui ne donna lieu à aucun contact avec l'ennemi. Il retourna aux États-Unis en tant que S de la chasse américain avec le plus grand nombre de victoires, récipiendaire de la médaille d'honneur et héros national. Mais les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable mesure de l'impact de Bong ne résidait pas seulement dans les 40 avions qu'il avait abattus. C'étaient aussi les équipages de bombardiers qu'il protégeait, les troupes au sol qui recevaient un soutien aérien lors des missions qu'il effectuait et les innovations tactiques qu'il avait mises au point, devenues la doctrine standard des pilotes de chasse américains dans tout le Pacifique. Ces techniques de tir furent intégrées dans les manuels d'entraînement. Ces approches tactiques, utilisant l'avantage de l'altitude, attaquant depuis des positions favorables, exploitant les forces du P-38 tout en évitant ses faiblesses, devinrent des principes fondamentaux pour les chasseurs. Les nouveaux pilotes étudièrent ces images de caméras de tir et ces rapports de combat.
Les pilotes japonais qui survécurent à la guerre et qui furent ensuite interviewés se souvinrent de ces pilotes américains hautement qualifiés, utilisant l'altitude, la vitesse et une puissance de feu concentrée avec une grande efficacité. Ils reconnurent avoir affronté des adversaires dont la précision et la discipline tactique étaient extrêmement difficiles à contrer. Les lettres qu'il adressait à sa fiancée, Marge Vatandal, révèlent un jeune homme réfléchi qui comprenait la gravité de son rôle. Dans sa correspondance, Bong confiait qu'il se concentrait sur l'efficacité de son travail, protégeant les formations de bombardiers et soutenant les opérations terrestres. Le P-38 Lightning mérite d'être reconnu comme l'un des designs de chasse les plus réussis de l'histoire. Plus de 10 000 unités furent produites pendant la guerre, servant dans tous les théâtres. Dans le Pacifique, avec des pilotes qui savaient comment exploiter ses caractéristiques, le Lightning devint extrêmement efficace. Sa configuration à moteur jumelé apportait une redondance qui améliorait la survie. Le train d'atterrissage tricycle facilitait la manœuvre au sol. Les armes montées dans le nez éliminaient les problèmes de convergence rencontrés avec les mitrailleuses et treuses montées sur les ailes. Les turbocompresseurs offraient des performances outrounding à haute altitude que de nombreux chasseurs japonais ne pouvaient égaler. Sa puissance de feu concentrée, avec 4 mitrailleuses de calibre .50 et un canon de 120 mm, créait une capacité de destruction impressionnante à des distances efficaces. Lorsqu'elles étaient bien visées, ces armes pouvaient détruire un avion en un clin d'œil. Bong, avec son habileté exceptionnelle au tir et ses compétences en tir de déviation, obtenait des temps d'engagement remarquablement courts. L'analyse technique des images des caméras de tir par les experts de l'armée de l'air montra que le pourcentage de touches de Bong était extraordinairement élevé par rapport aux pilotes de chasse moyens. Bien que les pourcentages exacts varient selon les analyses, son efficacité était constamment notée comme exceptionnelle, bien au-dessus de la performance moyenne des pilotes. Le 6 août 1945 à Burbank, Californie. Terminal de Lockheed. Le major Richard Bong, récemment marié à Marge et affecté comme pilote d'essai chez Lockheed, effectuait des vols d'acceptation sur les nouveaux chasseurs à réaction P-80 Shooting Star, les premiers avions à réaction opérationnelle américains. Le P-80 représentait l'avenir de l'aviation. Avec son moteur à réaction produisant 4000 livres de poussée et des vitesses dépassant les 800 km/h, il incarnait une technologie de pointe qui rendait les chasseurs à moteur à piston obsolètes. Bong était en train de faire la transition des P-38 vers les jets, apprenant un tout nouveau régime de vol. Cet après-midi-là, lors d'un vol d'essai, le P-80 de Bong subit une défaillance catastrophique de la pompe à carburant juste après le décollage. Le moteur tomba en panne à basse altitude, laissant trop peu de temps ou d'altitude pour une reprise. Bong tenta sans succès de redémarrer le moteur. Il essaya de rejoindre la piste, mais échoua. Dans les dernières secondes, il tenta de sauter en parachute, mais l'altitude était insuffisante. Le P-80 s'écrasa. Le major Richard Ira Bong, l'as des as des États-Unis, mourut sur le coup. Il avait 24 ans. Le même jour, un bombardier américain B-29, nommé Enola Gay, larguait une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. La nouvelle de la mort de Bong reçut une couverture limitée, reléguée sous les gros titres, annonçant l'ère atomique. 80 ans plus tard, le record de 40 victoires de confirmées de Richard Bong reste intact et devrait probablement le rester pour toujours. Le combat aérien moderne, dominé par des missiles à portée au-delà de la vue et des armes guidées par radar, ne produira plus jamais ces combats rapprochés qui caractérisaient les affrontements aériens de la Seconde Guerre mondiale. Le jeune pilote qui avait rencontré des problèmes disciplinaires au début de sa carrière devint une légende en maîtrisant les fondamentaux, la patience, la précision et le tir de déviation efficace. Il ne comptait pas sur l'agressivité ou l'imprudence. Il s'appuyait sur un positionnement calculé et une exécution sans faille. Chaque engagement reflétait une planification soignée. Chaque victoire était le fruit d'un bon positionnement et d'un tir précis. Au Richard Bong Veterans Historical Center à Superior, dans le Wisconsin, les visiteurs peuvent voir sa médaille d'honneur, ses carnets de vol documentant 200 missions de combat et des expositions rendant hommage à son service. Un P-38 restauré, décoré de l'art du nez Marge, représente son avion de guerre. Le général George Kenney, qui avait reconnu le potentiel de Bong et soutenu son développement, écrivit plus tard que Bong était le pilote de chasse le plus efficace qu'il ait observé. Kenney souligna que l'approche de Bong mettait l'accent sur la précision et la technique plutôt que sur l'agression,
rendant l'efficacité apparemment facile grâce à l'application constante de principes tactiques solides. Les champs de bataille où Bong a remporté ses 40 victoires sont désormais paisibles. Les épaves des chasseurs japonais se sont depuis longtemps dégradées dans le sol tropical. Mais le record demeure. Ce jeune homme du Wisconsin devenu l'as des as des États-Unis. L'as des as qui transforma la précision et la discipline en une performance de combat hautement efficace. Le pilote qui prouva que dans le combat aérien, une technique supérieure et une exécution constante produisent des des résultats exceptionnels. 40 victoires be confirmées, la survie après 200 missions de combat, un succès total dans les engagements aériens. Les chiffres racontent l'histoire. Le record parle de lui-même. Et près de 8 décennies plus tard, aucun pilote américain n'a surpassé ce que Richard Airabong a accompli pendant les combats dans le Pacifique. Une précision exceptionnelle dans la guerre aérienne, réalisée par un positionnement soigné et un tir précis dans l'une des classes de chasseurs américains les plus performantes de l'histoire.